Rebonjour, donc en live aussi, hein, c'est vrai qu'on est diffusé sur notre plateforme. Donc on est là ce matin sur le Data Day, hein, aujourd'hui finalement toute une journée consacrée à la data et l'IA. Comme je le disais tout à l'heure, on était l'année dernière avec des acteurs structurants à la pointe hein, aussi des technologies en région. Et ils sont globalement, et certaines personnalités sont nouvelles, mais déjà autour de la table, et cette année de nouveau. Donc, on a autour de la table Monsieur Jean-Michel Darrois, donc, qui est vice-président des partenariats stratégiques d'Airbus Defence and Space et Intelligence aussi. On a Monsieur Ludovic Favaret, directeur de la gouvernance et la démocratisation de la data pour le groupe BPCE. On a Catherine Lambert, qui est la directrice du CERFEX. On a également Nicolas Vialet, hein, qui est directeur d'Anity, ici, juste sur ma droite. Et puis, on a aussi Bertrand Montubert, hein, donc président d'Oxinidata, que je ne présente plus, hein, parce que c'est vrai qu'on vous voit dans ce paysage-là toujours plus en puissance, monter en puissance avec Oxinidata. On va en reparler aussi, vous étiez là l'année dernière. Ce sera intéressant de voir où est-ce qu'en est cette structuration. Et puis, voilà, Monsieur Vialet aussi. Pardon, j'ai déjà dit. C'est bon, j'ai dit tout le monde ? Parfait, on est bien. Très bien. Bon, mais merci encore une fois. Et puis, ça va commencer. Juste au démarrage, peut-être, on avait une question. Si l'année dernière, l'enjeu, c'était de savoir quels sont ces grands dispositifs qui ont été lancés. On parle d'Anity, on parle d'Oxinidata, on parle aussi de technologies à base de satellites et tout un programme partenarial stratégique qui avait été lancé. Et d'un autre côté, on se demandait, mais finalement, bon, un an plus tard, qu'est-ce qu'il est advenu de tout ça ? Où est-ce qu'en sont les acteurs ? C'est un peu la première question que je pose pour poser le contexte. Vous avez aussi cette opportunité-là hein, de représenter votre structure aussi rapidement, et puis après ça, nous dire un peu, selon vous, qu'est-ce qui a évolué dans le paysage cette année ? C'est en plus une année particulière. Alors, j'ai pas fait le lien hein, spécifique sur le contexte, mais il y en a certainement. Aussi, vous êtes vraiment aussi, si vous avez remarqué, voilà, un impact hein, sur votre activité. Justement, c'est aussi l'occasion pour vous. Je vais donner la parole peut-être à Monsieur Jean-Michel Darrois pour commencer sur. Selon vous, voilà, qu'est-ce qui a évolué dans votre activité depuis un an ? L'année dernière, vous nous parliez d'une grande stratégie, justement, sur la reconnaissance d'imagerie, c'est bien ça, d'images, et à base de satellites aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est, finalement, et comment a évolué l'écosystème qui vous entoure aussi, peut-être en interne ? Comment avez-vous perçu cette année autour de votre dispositif ? Bonjour à tous. Tout d'abord, peut-être que tous les auditeurs ou spectateurs n'étaient pas là l'an dernier, donc j'ai une petite précision. Je suis bien dans le groupe Airbus, mais pas dans la partie avion, dans la partie, comme vous l'avez évoqué, surveillance par satellite. Hein, donc pour nous, la data, c'est notre matière première depuis toujours, hein, puisque finalement, ce qu'on vend, c'est des données depuis plus de 30 ans déjà. Et à ce titre-là, l'enjeu pour nous, c'est le premier déjà, c'est de toute façon d'avoir toujours plus de données pertinentes pour les besoins des utilisateurs. Et à ce titre-là, alors c'est pas un événement de cette année, mais c'est un événement qu'on prépare déjà depuis un certain temps et qui va se concrétiser dans les mois qui viennent. Là, on va lancer notre nouvelle constellation de satellites. Pour nous, c'est vraiment notre usine, hein, c'est notre usine qui est en orbite à quelques centaines de kilomètres de la Terre. Et là, on va lancer des satellites qui vont être bien meilleurs que ceux qu'on perd déjà. On a déjà une dizaine de satellites en orbite, hein. Mais ceux-là vont avoir une capacité d'acquisition bien supérieure pour fixer les idées. Chacun d'entre eux, c'est 4 satellites hein, au total. Chacun d'entre eux pourra acquérir à peu près l'équivalent de la superficie de la France tous les jours, et avec une résolution bien améliorée, c'est-à-dire que là, le plus petit détail qu'on pourra voir sera de l'ordre de 30 cm. Donc ça, c'est le premier enjeu pour nous. Alors, c'est vraiment le plus fondamental, et il faut absolument qu'on réussisse ça. Alors, il y a eu un petit décalage dans les lancements, puisque initialement on devait lancer cette année, ça a été décalé l'année prochaine. Le Covid n'y est pas pour rien, puisque les bases de lancement ont été un peu neutralisées là, pendant quelques temps. Mais enfin, néanmoins, bon, c'est juste un petit report de quelques mois. Donc voilà, ça c'est l'enjeu majeur.
Après, le deuxième, on s'est aperçu au fur et à mesure, on mûrissait dans ce domaine-là, et notamment vis-à-vis des besoins des utilisateurs, qu'il fallait élargir les sources de données. Donc on y reviendra peut-être tout à l'heure, je ne veux pas monopoliser la parole, mais le partenariat avec d'autres fournisseurs de données est crucial, puisque pour satisfaire la plupart des besoins qu'on a identifiés, il faut mixer nos informations venant d'images satellites avec d'autres sources de données, que ce soit d'ailleurs des images, par drone par exemple, ou de l'IoT, ou différents types de données. Voilà. Et puis la digitalisation, que je l'avais dit l'année dernière, qui est un enjeu majeur aussi pour nous, mais je reviendrai, je ne veux pas encore une fois monopoliser la parole dès le début. Merci pour cette mise à jour. Effectivement, donc on continue d'investir aussi pour aller un peu plus dans la performance vis-à-vis de ce qu'on peut proposer comme service en termes d'imagerie en l'occurrence. Donc ça c'est plutôt encourageant, je veux dire, le cap n'a pas changé, au contraire, on accélère, ça se passera dans quelques mois visiblement, on aura des nouvelles j'imagine. Je me posais la question également du côté du secteur bancaire. Ça c'est aussi une question on a de plus en plus et juste après on le verra aussi dans les projets des acteurs qui sont autour de la table, mais on a de plus en plus cette question-là de la transparence autour des données, il me semble. Les acteurs bancaires aussi se digitalisent, vraiment utilisent de plus en plus l'IA, la data, depuis longtemps la data, mais peut-être l'IA, je ne sais pas. De votre côté, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter peut-être un peu le groupe BPCE et puis peut-être ça, voilà, vous, dans vos activités du quotidien, comment vous percevez cette évolution-là, que ce soit avec vos clients, collaborateurs, ou, vraiment sur tout ce plan-là? Je sais que c'est une grande question, mais si vous deviez retenir quelques enjeux, voilà, pour vous, quels seraient-ils? Bonjour. Alors, vous présentez d'abord le groupe BPCE. Le groupe BPCE, c'est un groupe bancaire, le deuxième groupe bancaire français, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, mais aussi Natixis, le Crédit Foncier, Casden, la Banque Palatine. L'enjeu pour nous, sur tous ces sujets, et je vais rebondir sur ce que vous disiez, l'enjeu sur les 3 dernières années, c'est un enjeu de digitalisation. C'est comment rendre accessible la banque à nos clients. Et cet enjeu, on l'a relevé à partir de fin 2016, plutôt pas mal, je dirais. Et il a ouvert le sujet de la data. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de digital sans data. J'aimais beaucoup dans l'intervention précédente la petite allusion qui a été donnée dans la conclusion sur avec la data, il n'y a pas que l'IA et le big data, il y a aussi le small data. Et j'aime beaucoup cette approche, je la reprends souvent à mon compte, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'IA, d'intelligence artificielle au service de nos clients et de nos collaborateurs. Mais ce que j'essaye de mon côté de faire comprendre tout au long de l'année à l'ensemble de nos utilisateurs, ma mission tourne autour de la gouvernance et de la démocratisation de la donnée. Donc la démocratisation, ça embarque tous les sujets de formation, acculturation, information sur ces sujets du digital et de la data. Ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que l'IA, déjà, il faut la désacraliser, il faut expliquer ce que l'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Pour faire de l'IA, il nous faut de la data, et beaucoup de data, c'est ce qu'on appelle le big data. Et là, on parle encore à un public d'experts. Mais la data, tous nos collaborateurs dans le secteur bancaire baignent dans les sujets de la data depuis des années. Quand on parlait de pilotage il y a 20 ans, de business intelligence il y a 15 ans, quand on parle de data ou de small data aujourd'hui, on est toujours sur des fondamentaux qui sont les mêmes. Comment je collecte de la donnée ? Comment je fiabilise de la donnée au quotidien et comment derrière je peux valoriser cette donnée pour créer de la valeur pour mes clients et pour mes collaborateurs. Pour mes clients, en pouvant proposer le meilleur produit et le meilleur service au meilleur moment, et pour mes collaborateurs, pour améliorer notre efficacité opérationnelle et notre maîtrise des risques. Donc la data, on baigne dedans depuis de très nombreuses années, et ça devient un sujet extrêmement prégnant. Pourquoi? Parce que pour fiabiliser notre impact avec la digitalisation, on a besoin de mieux connaître nos données, de mieux les valoriser pour pouvoir avoir plus d'impact avec la partie digitale derrière. Justement, sur l'IA, est-ce que vous avez aussi relevé quelques évolutions qui auraient pu impacter ça? Très rapidement, évidemment, parce que derrière, je vais venir aussi avec les acteurs qui sont autour de la table, il y a aussi voilà, des questions de fiabilité, vous disiez, et peut-être des questions un peu plus je sais pas, de secret aussi, de transparence. Enfin, comment vous arrivez à gérer ça très rapidement?
En fait, un des principaux assets d'un banquier, c'est la confiance qu'il peut générer avec son client. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données de nos clients, ne serait-ce que parce que si on vient à trahir ce contrat de confiance implicite qui est signé entre le client et la banque, on perd notre principal lien que nous avons avec lui. Donc on est obligé, quand on travaille sur des sujets d'IA, de choisir nos batailles, peut-être d'en mener moins que dans d'autres industries, donc des actions beaucoup plus ciblées, que l'on arrive à expliquer et à exposer à nos collaborateurs et à nos clients pour être extrêmement transparent dans cette logique d'éthique que vous soulignez. Bon, je retire effectivement qu'il y a cette question-là de la confiance, hein, encore une fois. On va y revenir. On va y revenir peut-être justement un peu plus vers la fin de cette question-là aussi. Mais d'abord, je voulais peut-être voir aussi du côté du Cerfax. Moi, c'est un acteur que j'ai découvert, qui existe depuis longtemps. Hein. C'est juste qu'à la base, je ne suis pas un scientifique des sciences dures, entre guillemets. Mais c'est vrai que de votre côté, Madame Lambert, on avait un peu discuté, et vous maîtrisez aussi la donnée depuis un certain moment. Vous êtes très équipé, notamment, et autres. Justement, est-ce que peut-être vous pourriez nous présenter un peu le Cerfax, la démarche que vous avez, et comment vous, dans vos évolutions, vous voyez arriver voilà, l'IA, la nouvelle manière de traiter les données au sein de votre organisme? Oui, alors quelques mots pour commencer, pour présenter le Cerfax, en fait. Le Cerfax est un centre de recherche, de transfert, de développement et de formation. Et notre mot-clé, c'est la simulation et le calcul haute performance. Alors, pour expliquer un peu ce que c'est, la simulation, d'abord, c'est le troisième pilier à côté de la théorie, l'expérimentation. Et donc, on simule quand on veut essayer de mieux comprendre un phénomène trop complexe, trop grand, trop petit, trop dangereux. Donc, c'est ce que l'on fait. Et pour ça, on a besoin de calculateurs. C'est pour ça qu'on appelle ça le calcul haute performance ou le calcul intensif. Donc, en effet, nous, depuis quelques années, on a vu ce développement, ce déluge de données, c'est ce big data qui est arrivé vers nous, d'une part, en effet, les capteurs qui étaient de plus en plus performants, et on l'a vu côté spatial, on peut avoir aussi donc de plus en plus de données qui nous sont amenées pour affiner nos modèles, mais d'autre part aussi, de par l'augmentation des calculs haute performance, nous-mêmes, nous générons énormément de données. Donc cet aspect big data, on y est confronté depuis quelques années, mais particulièrement encore plus cette année. On travaille, enfin cette année aussi, ces dernières années, on travaille aussi dans le cadre du climat, dans le cadre du GIEC, et on travaille aussi avec des modèles et beaucoup de données. Mais on a vu aussi depuis, et c'est vrai en 2019-2020, on est confronté à deux autres points. D'une part, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on a vu l'utilisation se démocratiser d'accélérateurs que l'on appelle les GPU, donc des processeurs spécialisés. Nous, on a l'habitude de travailler dans le calcul de haute performance avec des calculateurs qui sont appelés les CPU, qui ont des caractéristiques différentes. Et donc, ça nous a amené à modifier, et on a accès maintenant à des calculateurs qui mixent ces deux types de processeurs. Donc, ça nécessite, nous, de revoir tous nos modèles de façon... Alors, en positif, c'est pour accélérer nos modélisations et nos simulations. J'entends déjà qu'on a une série d'équipements en région là, qui sont bien positionnés. Hein. On parle de calculateurs, notamment. On reviendra un peu peut-être justement ce que ça implique derrière, hein, avec les différents acteurs avec qui on travaille. Je vois aussi qu'on a des satellites qui commencent qui vont être lancés, donc c'est aussi rassurant de savoir notre niveau d'équipement. On s'était posé la question l'année dernière, est-ce que notre région est prête du point de vue compétitivité, mais pas que compétitivité. On a vu aussi se lancer un grand chantier dans la recherche aussi, en lien certes avec l'industrie, mais certainement pas que. Du côté d'Anity, Monsieur Vialet, on se demandait aussi, voilà, c'est un dispositif relativement récent, bien sûr, mais l'année dernière, on nous avait présenté, Monsieur Rimbaud, la manière dont vous envisagez la feuille de route. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Peut-être rappeler en quelques minutes à Anity le projet, et aujourd'hui, quelles ont, depuis un an, finalement, été vos principales... quelle a été votre feuille de route, finalement, et les actions que vous avez pu peut-être lancer depuis? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc quelques mots effectivement pour rappeler peut-être ce qu'est Anity. Donc Anity, c'est un des 4 instituts de recherche interdisciplinaires qui ont été créés
par le gouvernement pour viser à développer l'IA en France, avec 3 grandes missions. Une mission de recherche de pointe d'abord, une mission également de formation, l'objectif étant de préparer les compétences dont on aura besoin dès demain et après-demain, et une 3e mission de transfert dans le monde socio-économique, donc transfert technologique, création de valeur pour notre économie. Alors on est récent, on a été créé il y a 1 an, officiellement le 1er septembre 2019, donc ça fait un peu plus d'1 an exactement. Donc qu'est-ce qu'on a fait pendant cette première année? Alors d'abord on est monté en puissance en termes de ressources, tout simplement. On s'appuie sur aujourd'hui un peu plus de 70 chercheurs qui sont à l'œuvre. On a également un recrutement de thésards, de postdocs, donc c'est un des outils importants qu'on utilise. On a recruté aujourd'hui, on est à peu près à une 30aine, donc on a fait à peu près la moitié du chemin. L'autre moitié du chemin, on va le faire d'ici la fin de l'année et début d'année prochaine, donc on est vraiment monté en puissance là-dessus. Un des enjeux également, c'est de faire le lien entre cette recherche et le monde économique. Donc ça a été une année aussi qui a été consacrée à la compréhension des enjeux de nos partenaires industriels, donc pour essayer de définir une feuille de route scientifique et technologique qui réponde à leurs besoins, pour à la fin arriver à livrer quelque chose qui a un sens à un niveau économique. Et le 3e élément qui nous a beaucoup occupé, c'est la structuration de la formation. Donc on souhaite renforcer les formations en IA sur la place toulousaine. Donc on a beaucoup travaillé sur les maquettes de formation, la création de nouvelles formations pour dès cette rentrée et pour la rentrée prochaine. Et on a essayé aussi, on a développé des systèmes d'attractivité, puisqu'un des enjeux c'est d'attirer les jeunes dans ces disciplines-là. Airbus, BPCE, vous avez besoin de gens formés, vous n'êtes pas les seuls, donc il faut attirer des jeunes qui vont se former. Donc on a mis en place un certain nombre de dispositifs d'attractivité, notamment des bourses pour les masters, donc ça a bien marché cette année. On a eu notamment des candidatures nombreuses et qui viennent non seulement d'ici, de la région toulousaine, mais aussi d'ailleurs on a su attirer beaucoup de candidatures de l'extérieur de l'académie, c'est plutôt très bien. Merci beaucoup. Effectivement, on avait retenu aussi l'année dernière cette ambition-là, de vouloir être attractif auprès de l'écosystème pour attirer, comme on dit en théorie économique, les cerveaux vers nous, vers la région. Donc on va y revenir peut-être un peu après, et peut-être même au travers d'actions qui ont été menées par ailleurs avec des partenaires juste après. Et puis alors on a l'honneur, je disais aussi, d'avoir Monsieur Montubert autour de la table avec Occitanie Data qui je suis en lien régulièrement avec votre équipe. Vous avancez à grands pas en ce moment. Alors en tout cas, on avance effectivement à grands pas. Alors ça dépend. On a tellement d'envie qu'on a l'impression qu'il faudrait aller encore plus loin et plus vite. Mais c'est vrai que l'année qui vient de s'écouler a été très riche. Peut-être avant de rentrer dans ce que nous avons fait, quand même un élément de contexte, une grosse différence entre l'an dernier et cette année, c'est que on essaye de voir quels sont les éléments qui nous distinguent derrière les grosses taches bleues que nous avons sur le visage. Et effectivement, une crise sanitaire qui a tout impacté et qui, je crois, a précipité plusieurs éléments qui confirment les intuitions que nous avions à Occitanie Data. Le premier, c'est que nous avons basculé, pour reprendre les termes de Daniel Cohen, l'économiste, nous avons vraiment basculé dans la révolution numérique. C'est-à-dire que, alors, avec le Covid, eh bien, tout simplement, les secteurs d'activité qui étaient prêts sur le numérique se sont développés quand d'autres ont été totalement stoppés. Et certains, et à tous les niveaux, et nous les avons d'ailleurs accompagnés au niveau du Conseil régional, je pense par exemple aux producteurs agricoles qui ont dû basculer dans de la vente, dans la connexion avec leurs clients, mettre en place des collègues, des systèmes nouveaux, etc., dans lesquels ils n'étaient pas. Il y a eu une précipitation qui a été très nette. Mais deuxième point, la question de la souveraineté. Le fait de réaliser qu'il y a des enjeux absolument énormes sur les questions de souveraineté, sur les questions de confiance. Et finalement, et M. Lavarrette le disait tout à l'heure, à très juste titre, les entreprises qui sont sur des secteurs extrêmement particuliers, extrêmement régulés, c'est le cas des banques bien entendu, mais de beaucoup d'autres,
ont dû aborder les questions de digitalisation et d'utilisation de l'intelligence artificielle avec énormément de précautions. C'est le cas évidemment aussi de toute l'industrie aéronautique. C'est pas pour rien que dans NIT, un des éléments essentiels, c'est la question de l'explicabilité. L'intelligence artificielle a fait son gros boom ces dernières années autour de questions qui ont été mises en avant, qui pour beaucoup d'entre elles avaient finalement peu d'enjeux, en tout cas en apparence. S'il s'agit de reconnaître facilement, de trouver facilement des vidéos de chatons sur Facebook, c'est pas dramatique si ça se trompe de temps en temps, quoi. Voilà, c'est un peu plus embêtant si on est en train de parler de la maintenance prédictive sur de l'industrie, ou si on est en train de parler de la manière dont on va pouvoir faire des décisions dans le domaine bancaire. Et donc, il y a tout un pan qui a été développé en particulier par les GAFA, sur lesquels finalement, qui ne touchaient pas totalement tous les secteurs industriels, parce qu'ils étaient dans une recherche et dans une exigence absolument fondamentale, effectivement, sur le fait de pouvoir être maître et de savoir ce qu'ils allaient offrir à leurs clients. Donc aujourd'hui, nous en sommes à donc cette révolution numérique qui est là, et puis un constat, c'est qu'on est effectivement totalement dépendant des acteurs américains, des acteurs chinois. On l'a vu sur la question de l'application Stop Covid, par exemple, qui a été un débat national important et sur lequel on était coincé sur les décisions que pouvaient prendre Google et Apple vis-à-vis de leurs terminaux. Bref, tout cela nous a confirmé dans le fait que nous avons besoin de nous organiser au niveau régional, au niveau national, au niveau européen, pour développer cet espace de la confiance autour de la donnée. Et donc nous avons œuvré depuis 1 an à ce niveau-là. Nous sommes un peu montés en puissance avec un certain nombre de recrutements. Nous avons eu des étapes importantes, puisque nous avons pu sortir la charte éthique de l'économie de la donnée. Nous avons décidé de la lancer en mai, en plein pendant le Covid, en réalité en plein au moment où il y avait le débat sur Stop Covid, qui nous paraissait partir dans plein de directions sans forcément adresser toujours les bonnes questions. Et cette charte éthique que nous avons sortie est d'une certaine manière un guide d'interrogation par rapport aux usages de l'économie de la donnée qui est mise à disposition aujourd'hui de manière large et qui s'accompagne depuis sa sortie en mai d'un travail d'analyse, de confrontation avec des experts, avec des citoyens. Alors là, la deuxième vague ne nous arrange pas parce qu'on devait faire des ateliers citoyens qui ont été supprimés en raison de la situation sanitaire, mais nous allons les relancer. Juste dire un mot sur le fait que cette charte éthique sur l'économie de la donnée a peut-être des équivalents ailleurs, on ne les connaît pas. Et finalement, il y a, je crois, pas véritablement. Parce qu'en Allemagne, il y a eu des préconisations d'un groupe d'experts sur le big data vis-à-vis du gouvernement, sur la manière dont le gouvernement peut agir. C'était la même chose au Danemark. Mais une démarche à destination citoyenne totalement transsecteur est probablement relativement unique. Donc ça, c'est un élément important. Nous avons aussi commencé à travailler sur des use cases dans des domaines comme celui de la transition énergétique, comme ceux du Covid, justement. Nous avons lancé en urgence des groupes de travail sur le Covid, et qui, là aussi, ont confirmé le besoin de structurer une offre dans laquelle on peut mettre en avant des données dans des membres en particulier, qu'il peut y avoir donc c'est des États ou ailleurs, qui pourraient être prêts à faire des travaux coopératifs avec d'autres acteurs, en particulier dans un certain nombre de domaines où il y a un intérêt général totalement évident. Tout cela devant être encadré, je le disais, dans le cadre de ce cadre de confiance sur lequel nous travaillons. Voilà pour les derniers événements de l'année 2019-2020. Une sacrée avancée, hein. On voit qu'on a quelques locomotives autour de la table, on a des locomotives en région sur ces différents sujets, et je trouve ça bien effectivement qu'on voit à quel point ça avance, parce qu'à la fois on est sur ces enjeux techniques de haut niveau, qui nécessitent de l'équipement, qui nécessitent de la technologie pour mettre en place des services. Et de l'autre côté, on voit ce cadre-là en parallèle, et c'est rassurant, qui justement sur l'éthique fait discuter les acteurs entre eux jusqu'à arriver à formaliser les choses, les engagements qui peuvent être pris. Bon, encore une fois, voilà, je ne suis pas chauvin ni rien, mais je trouve qu'en région Occitanie, quand même, on a cette chance-là d'avoir, comparé à d'autres territoires, cette avancée sur les deux aspects de front, à la fois sur les services et à la fois et les technologies, et à la fois sur ce cadre de confiance.
Donc si jamais effectivement, si éventuellement on pouvait, pour chacun de vous, et M. Montubert a déjà commencé également, à dire un peu finalement qu'est-ce qui a changé pour vous, hein, on a un peu parlé de ça, mais qu'est-ce qui dans l'action, pour vous, comment ça s'est matérialisé, quoi, concrètement? Quand vous avez vu et quand vous avez introduit de plus en plus de numérique, ou quand vous avez voulu passer à la vitesse supérieure, hein, comment vous vous y êtes pris, hein, et là je parle voilà, de partenariats potentiellement, hein, je parle également, pourquoi pas aussi, hein, de freins purement techniques, ça peut arriver, hein, des fois il y a de la régulation aussi, hein, comme le mentionnait Bertrand. Pour commencer peut-être justement avec, et je vais redonner la parole à monsieur Jean-Michel Darrois, vous de votre côté, comment on arrive à maintenir une si grande stratégie et quelle est-elle peut-être un peu plus, hein, dans le détail déjà, pour commencer? Ce qui est bien, c'est que dans votre question, il y a déjà pas mal d'éléments qui vont être dans ma réponse. Donc, si j'essaie de résumer, parce que c'est un sujet multifacette, hein, et si je aussi faire le lien aussi avec ce que vous venez de dire précédemment, un des aspects qui est fascinant dans ce que nous faisons, c'est qu'on est au croisement des enjeux de souveraineté. Ça, c'est clair. Enfin, il suffit peut-être l'exemple le plus emblématique, même s'il est un peu ancien, c'était le débat au Conseil de sécurité de l'ONU là, en 2003, où certains brandissaient des images satellites qui étaient peut-être pas si justes que ça, et heureusement que nous, on avait nos propres sources aussi en Europe, hein. Mais aussi des enjeux commerciaux. Et donc, de façon concrète, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans un groupe comme Airbus, qui lui-même, plus globalement aussi, est face à beaucoup d'enjeux de souveraineté, d'enjeux industriels très sensibles, vous pouvez imaginer qu'on a des contraintes de sécurité qui sont quand même assez draconiennes. Et donc, on s'est rendu compte, quand on est allé de plus en plus vers le numérique, qu'il y avait une difficulté, ou en tout cas, il y avait un vrai challenge dans le fait de trouver le bon équilibre entre respecter toujours les enjeux de sécurité, mais en même temps essayer de donner le maximum de souplesse dont le numérique a besoin. Et ça, je peux vous garantir que pour des sociétés, je pense que dans la banque, ça doit être la même chose, ou à peu près partout d'ailleurs, mais enfin, en tout cas pour nous, c'était un vrai problème concret. Et donc, ce qu'on a fait, pour essayer d'être un peu simple, on a essayé de nous articuler entre différents moyens de résoudre ce problème. Donc on continue à faire des choses en interne des sociétés Airbus vraiment, et on a créé des structures externes aussi, alors qui sont des filiales à nous, mais qui ont une grande autonomie par rapport à nous. On a en particulier une start-up qui a été créée l'année dernière, qui est assez indépendante, et notamment vis-à-vis de ces enjeux de sécurité. Alors elle respecte des enjeux de sécurité bien sûr, mais elle n'hérite pas de tout le dispositif de sécurité qui est celui d'un grand groupe comme le nôtre, et donc ça lui permet d'être plus ouverte. Et quand je disais tout à l'heure qu'on avait besoin de mixer nos données avec d'autres sources de données, ça permet aussi non seulement de proposer nos données, mais de proposer des données tierces, avec beaucoup plus de souplesse. Donc voilà, ça c'est un exemple concret d'actions qui ont été menées dans le cours de l'année passée pour répondre à ces problématiques de souveraineté, mais aussi souplesse dont on a besoin par ailleurs. Effectivement, ça doit être un gros challenge, hein, d'essayer de travailler, de constituer cette chaîne d'acteurs-là, à la fois peut-être à gouverner, hein, en même temps que d'en tirer parti avec, vous le disiez, des sources de données. Et en parlant de cette chaîne, hein, d'acteurs, si on doit revenir un peu sur la partie équipement, avec les calculateurs, hein, qu'on peut trouver au Cerfax, ça c'est quelque chose durant notre discussion pour préparer cette table qui m'avait interpellé vraiment, on va dire oui, ce que vous faites comme activité aujourd'hui, que ce soit de la formation aussi, hein, que ce soit voilà, la mise à disposition de calculateurs. Comment vous vous y prenez aujourd'hui, justement pour travailler avec l'ensemble des acteurs, d'où viennent les données, et je crois qu'on avait parlé aussi d'intelligence artificielle autour de tout ça. Oui. Donc en fait, j'ai parlé de simulation. Pour la simulation, on a vu apparaître, et ça a été flagrant l'an dernier, vraiment l'intérêt de travailler. Ça a été redit dans la keynote de ce matin. C'est-à-dire qu'il faut mixer des modèles qui sont des modèles physiques avec ces modèles, avec l'apprentissage automatique. Et du coup, on a d'une part commencé à intégrer, nous, des compétences à l'intérieur du Cerfax pour pouvoir publier sur ce type de sujet. Et enfin, publier, c'est surtout développer et proposer des codes à nos associés,
qui permettent d'être accélérés grâce à ces modèles qui sont issus d'intelligence artificielle. Et on a aussi, on est devenu membre de Anity, donc de façon justement à mutualiser nos forces, nous plutôt côté HPC avec un peu d'IA et Anity vraiment avec la partie IA. Il y a un autre point aussi, un autre moment fort dans l'année que l'on a eu, c'est que l'Europe a monté une initiative, la Commission européenne, une initiative qui s'appelle EuroHPC, qui a pour but de démocratiser et de développer le calcul haute performance, mais pas simplement le calcul haute performance, parce que vous avez vu qu'il était fortement lié au big data et à l'IA. Donc c'est bien sûr le calcul haute performance, mais avec le big data et avec l'IA. Et l'Europe a voulu mettre en place des centres de compétences, donc un centre de compétences par pays de l'Europe. Et nous sommes copilotes côté Cerfax de ce centre de compétences avec 2 autres acteurs français. Bon, ça me conforte encore. On attire vraiment, même du coup, le cadre européen, on joue avec, entre guillemets, on s'appuie dessus et on en tire parti. Donc, vous évoquiez justement vos collaborations avec Anity, justement, sur le sujet. Comment vous travaillez du côté d'Anity avec les acteurs de l'écosystème? On sent bien votre capacité de captation des ressources, les formations que vous voulez mettre en œuvre, que vous avez construites. Et après, voilà, comment vous peut-être détailler un petit peu la manière dont vous travaillez avec les acteurs économiques dont on parlait tout à l'heure, pour reprendre vos termes. Oui, alors effectivement, vous l'avez vu, ça a été dit ce matin dans la keynote, il y a un certain nombre de problématiques liées à l'IA qui sont difficiles et qui sont communes à la plupart des utilisateurs. On parlait d'explicabilité, de certificabilité, de transparence, l'IA pour améliorer la performance des simulations, etc. Tous ces sujets-là, finalement, on arrive à les généraliser, à les rendre communs. En tout cas, ce sont des préoccupations qui sont communes à beaucoup d'acteurs. Donc l'idée pour nous, c'est de rassembler tout le monde autour de ce constat-là, de créer un langage commun, et c'est ça qui est important. La grande difficulté, c'est quand on veut faire travailler des gens de la recherche fondamentale avec des utilisateurs finaux de l'industrie, c'est d'arriver à définir ce langage commun qui permet de poser des constats et se projeter de manière collective sur un plan de travail. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu pour nous, c'est de faire ça. Alors comment on le fait? De la manière la plus simple possible, c'est qu'on met les gens ensemble, tout simplement. On les met ensemble dans la même pièce, on les fait s'acculturer, chacun doit comprendre un petit peu ce qui se passe chez l'autre et vice-versa, pour définir un plan de travail commun. Alors, il est vrai que la Covid, nous a pas beaucoup aidé de ce point de vue-là cette année. Néanmoins, les moyens technologiques nous permettent malgré tout de communiquer, donc c'est très bien. Mais ça restera un des enjeux majeurs pour nous encore dans les mois et dans les années à venir, de maintenir vraiment cette émulation entre les différents types de personnes qui contribuent à l'Institut, et de faire cette émulation via vraiment cette plateforme physique commune. Donc on a des lieux, on est au B612, on est à la Maison de la Recherche et de la Valorisation, donc on a de quoi accueillir tous les gens de cet écosystème, et c'est vraiment comme ça en tout cas qu'on pense qu'on peut y arriver. C'est intéressant de constater effectivement que ce soit l'IA, la data, c'est une construction humaine, c'est ce qu'on retient dans ce que vous dites. Il faut réunir des gens tout simplement autour d'une table de différents métiers. Ça aussi, ça doit être un peu challengeant, vous parlez de langage. Justement, on pourrait se demander, à travers cette construction humaine, la place peut-être aussi du citoyen. Ça a été un peu évoqué derrière, même peut-être à un niveau au-delà même du monde économique. Derrière ça, parce qu'on sait bien que ce monde économique, s'il n'est pas accepté dans ce qu'il propose par les citoyens, on pourrait se poser de réelles questions autour de ça. Et heureusement, on a des acteurs qui travaillent énormément sur cette transparence avec ça. Du côté, par exemple, de la BPCE, comment vous travaillez, vous parlez de confiance tout à l'heure, transparence. Est-ce que vous aurez peut-être un exemple sur quelque chose que vous arrivez à proposer aujourd'hui qui j'imagine, peut impacter pas mal de collaborateurs pour répondre à cette question-là auprès du citoyen? C'est ce qui nous intéresse après, in fine, effectivement. Oui, mais avant de vous répondre directement à la question, il faut que je repose un élément
Le contexte qui me semble important pour vous expliquer tout cela, c'est que, vous le disiez tout à l'heure, le secteur bancaire, c'est un secteur qui est extrêmement réglementé. Le groupe BPCE, c'est 108 000 personnes. C'est un groupe mutualiste, donc en face de moi, j'ai 42 établissements ou entités différentes. Ça devient extrêmement compliqué d'arriver à embarquer, à fédérer. Donc ça peut être un poids, ça peut être une contrainte. Comment on arrive à partir de cette contrainte et en tirer un avantage? En fait, on a énormément besoin de convaincre, d'expliquer, d'embarquer l'ensemble de nos acteurs. Et cette démarche qui peut sembler nous faire perdre du temps au début d'un projet, finalement nous en fait gagner parce qu'on va lancer beaucoup moins de projets que nombre d'autres entreprises et on va être, comme les startups, extrêmement focalisés sur les sujets qu'on va traiter. Donc je ne vais pas lancer une quinzaine ou une vingtaine de projets data ou IA en même temps, mais nous allons en avoir 2, 3, 4, mais extrêmement focalisés sur des objectifs très précis. Et je pense que cette démarche fait que l'on réussit à avancer et à délivrer des choses qui correspondent aux besoins de nos conseillers et aux besoins de nos clients. Alors pour vous donner des exemples et revenir sur votre question initiale, je pense qu'il faut raisonner comme un client d'une banque. Quand on travaille sur un projet data ou IA qui vise par exemple à anticiper les moments de vie d'un client, c'est-à-dire notre client va partir à la retraite, va avoir un besoin de défiscalisation, va avoir à préparer la naissance ou l'arrivée d'un enfant, etc. Anticiper ces moments-là et pouvoir proposer des nouveaux produits ou des nouvelles solutions, des nouveaux services à notre client, c'est tout à fait possible grâce à la data et à l'IA. Pouvoir tirer d'enquêtes de satisfaction la substantifique moelle pour répondre aux besoins, aux attentes du client, c'est tout à fait possible. Mais si je vous dis ça, vous allez penser à quoi? Vous allez penser au mail que vous avez envoyé à votre conseiller il y a une semaine et il ne vous a toujours pas répondu. Vous allez penser à l'appel que vous avez passé à 3 reprises et personne n'a répondu. Donc, il faut qu'on soit cohérent dans les actions que l'on lance. Bien sûr que la data et l'IA doivent et peuvent nous aider à être meilleurs au quotidien face aux clients, mais il faut aussi penser qu'on est une entreprise et un secteur de services et de conseil qui se base sur le conseiller face à son client. Et donc, il faut investir simultanément sur la relation client et sur l'accompagnement de nos conseillers pour qu'ils puissent être plus pertinents. Donc, il y a vraiment ces deux sujets qu'il faut qu'on travaille en parallèle. Parce que si on se focalise trop sur la partie je vais traiter automatiquement des tâches, etc., non seulement on perd tout le volet relationnel, mais en plus, on perd également l'adhésion de nos collaborateurs. Pour avoir l'adhésion de nos collaborateurs, il faut expliquer, il faut convaincre. Et moi, mon job, c'est celui-ci. C'est d'être sur le terrain, d'expliquer, démocratiser les sujets autour de la data et de l'IA, les vulgariser, que tout le monde arrive à comprendre que non, l'IA ne va pas supprimer tous les boulots dans la banque. On peut lire les articles à sensation, mais c'est faux, c'est pas vrai. Ça fait 20 ans que je fais de la banque, 20 ans qu'on travaille sur la data, qu'on travaille sur l'IA, sur la data science, qu'on apporte de la valeur aux conseillers, qu'on apporte de la valeur à tous nos collaborateurs. Et quand on va aider un collaborateur à passer moins de temps sur des tâches administratives et à pouvoir libérer du temps pour répondre aux attentes de son client et faire le job qu'ils aiment, qui est un job relationnel, d'accompagnement et apporter un service, là je considère qu'on fait notre travail. Et pour faire ça, il faut expliquer, il faut vulgariser et que tous ces sujets d'IA, de data science, de data qui nous permettent de transformer la banque petit à petit, toutes ces transformations successives, il faut véritablement qu'on arrive à les expliquer et que les collaborateurs les fassent leur. J'entends que c'est une question d'acculturation, certes, de sensibilisation, côté évidemment en interne, beaucoup, jusqu'aux collaborateurs, pour qu'ils puissent appréhender et anticiper à l'aide des données les grandes phases de vie des clients, des citoyens. Ça aussi, ce sont des questions peut-être qui doivent être traitées, et c'est ce qu'on fait du côté d'Occitanie Data avec les citoyens. J'entendais tout à l'heure notamment cette volonté-là d'aller vers les citoyens avec des ateliers, malgré la période. Ça, c'est quelque chose qui, dans les entreprises ou les institutions qui gravitent autour d'Occitanie Data,
est intégré dans la manière aujourd'hui justement de travailler. Comment vous les accompagnez, vers ça, j'imagine, à travers votre travail et vos groupes de travail? En tout cas, je crois que, et là encore ce que disaient les intervenants précédents l'illustre, on est dans un mouvement, il faut gagner la confiance à plusieurs niveaux. Il faut gagner la confiance des citoyens, la confiance des clients, quand on est en train de parler d'entreprise. Et M. Favrat le disait, je trouvais que c'était intéressant, il faut gagner la confiance des collaborateurs de l'entreprise. Et ça, on le voit à tous les niveaux. Est-ce que, je vais le dire autrement, et pardon d'utiliser cette phrase, mais c'est quoi le monde qu'on est en train de construire? Aujourd'hui, les gens se posent cette question-là. Ils ne veulent pas se retrouver dans quelque chose où, à coup d'effet wow et d'innovation dont on leur dirait c'est absolument génial, vous ne pouvez pas passer à côté, sinon vous êtes des ringards, on doit tout faire. Il y a une volonté de reprendre le contrôle sur notre propre destin. Et quand on parle de souveraineté, on parle aussi de ça. Contrôle sur quels sont les acteurs économiques qui prennent des décisions, quels sont les acteurs politiques qui prennent des décisions. Au passage, permettez-moi juste de faire une petite parenthèse. Ça fait des années que je dis, quand on parle de l'abstention croissante dans la population, et en particulier chez les jeunes, qu'il ne faut pas oublier que, pour beaucoup de jeunes, il y a le sentiment que les décisions que va prendre Apple, Facebook ou Google ont plus d'impact que celles que prennent un certain nombre de gouvernants sur leur quotidien. C'est terrible, mais c'est quand même une réalité, et je ne peux pas disjoindre ça du fait qu'ils vont moins voter aux élections politiques. S'il fallait voter pour les choix sur Google et Facebook, peut-être qu'ils voteraient plus que pour élire leur maire ou président de la République. Toutes ces questions-là vont ensemble. Pardon, j'élargis peut-être un petit peu trop le scope, mais je crois qu'on est effectivement là-dedans. On a fait une enquête il y a 1 an, je crois qu'on en avait parlé à la dernière mêlée, si mes souvenirs sont bons, où on a interrogé des habitants, pas seulement de la région, c'est un sondage à l'échelle nationale, sur la manière dont ils percevaient le numérique. En gros, pour faire simple, en bien, en mal, quelles étaient les inquiétudes, quels étaient les enthousiasmes. Et on voyait une population qui était extrêmement partagée. Donc je pense que cette question-là, on la vit tous aujourd'hui, et on a une obligation de résultat sur le fait d'arriver à dessiner une feuille de route pour la transition numérique qui se fasse avec les citoyens, pas contre les citoyens, et même pas malgré les citoyens. Et quand je dis citoyens, c'est un terme un petit peu large, on peut y mettre les consommateurs, on peut y mettre les clients, etc. Et ça, en tout cas, ce qu'on perçoit très clairement aujourd'hui avec toutes les organisations dans lesquelles nous travaillons, puisque dans Occitanie Data, je le rappelle, nous avons à la fois des acteurs académiques, nous avons des institutions publiques nationales ou locales, nous avons des entreprises, nous avons des clusters, donc on a justement essayé d'avoir la diversité des acteurs de la data qui soient réunis, et finalement je crois que tous ceux qui sont avec nous, qui deviennent le partenaire, ont justement cette préoccupation qui en font même une forme de préalable sur la question de la digitalisation. C'est de la manière dont on le fait en emmenant les citoyens, et pour emmener les citoyens, il faut parler avec eux. D'où la question de ces ateliers sur la charte éthique, par exemple, parce que si on ne fait pas ces étapes-là, si on est entre experts à discuter du sujet, eh bien on passe à côté de la manière dont, très concrètement, les gens le vivent. Et je rajouterai un tout dernier élément. Vous avez évoqué la question des compétences, elle est cruciale. Et ce qui est en train de se passer avec Anity est très important. Le fait d'avoir démarré sur la formation est extrêmement important parce qu'il y a un besoin qui est très fort. Et je sais que Anity est sur la ligne de ce que je vais évoquer. Quand on parle de formation, on ne parle pas simplement de formation, pardon d'utiliser le terme, de geeks, data scientists, spécialistes d'intelligence artificielle, mais aussi de gens dans tous les domaines de compétences. Il nous faut aussi des psychologues, il y en a d'ailleurs à Anity, il nous faut des philosophes, il nous faut des sociologues, il nous faut des historiens, et pas seulement des matheux et des informaticiens, même si le mathématicien que je suis évidemment est toujours ravi quand on développe des choses en mathématiques. Mais non, on a besoin de la confrontation entre toutes ces disciplines, sinon là encore, on va passer à côté. On est dans une vraie stratégie régionale d'ouverture, j'ai l'impression, un maximum d'ouverture, en tout cas sur la sensibilisation, mais aussi pas que pour les spécialistes.
on le voit, vous venez de le dire, avec des formations et des compétences pluridisciplinaires à mettre autour de la table, dans une même pièce, notamment. Si on devait se revoir l'année prochaine en quelques minutes, pour vous, voilà, en quoi vous seriez fier, vous seriez arrivé à quelle, on va dire, étape de votre projet aujourd'hui, si on pouvait vous réinviter l'année prochaine, en espérant vous y retrouver vraiment heureux d'avoir accompli, ou en tout cas d'avoir gardé un cap. Qu'est-ce qui, pour vous, importe aujourd'hui à pouvoir développer, conserver? Quelles sont un peu vos perspectives, justement, vis-à-vis de vos différentes dynamiques, finalement, dans vos différents secteurs? Peut-être, monsieur Vialet, justement, pour conclure, quand est-ce que vous serez satisfait? À partir de quand? Écoutez, j'espère que dans un an, on pourra présenter quelques success stories sur des développements qu'on aura fait. On en a déjà quelques-uns, mais qu'on pourra en généraliser. Ça, c'est sur l'aspect technologique. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur l'aspect humain là, qu'on a évoqué tout à l'heure. On a parlé de pluridisciplinarité. On a dit que l'humain était au centre de la conception de l'IA, mais aussi l'utilisateur de l'IA. Et aujourd'hui, on fait un constat, c'est que l'humain, en fait, se résume à la moitié de l'humanité, si je veux caricaturer les choses. On manque cruellement de femmes dans les métiers de l'IA et de la conception de l'IA, du numérique en général. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème quand on va développer des choses qui s'adressent à tout le monde. Il faut que ce soit conçu avec la diversité des utilisateurs, des futurs utilisateurs. Je suis très content de voir que dans la salle, on a quand même beaucoup de femmes, c'est très bien. Je peux vous dire qu'en master, en licence, c'est beaucoup moins le cas. Nous, on recrute des doctorants. Les candidatures sont très rares, les candidatures de femmes. Donc on a une action on veut être très volontariste là-dessus. J'aimerais l'année prochaine, si vous me réinvitez, pouvoir vous dire qu'on a des résultats concrets, des actions concrètes qui ont délivré des choses dans ce domaine-là. Nous et l'ensemble des acteurs, puisque c'est pas un sujet sur lequel on pourra avancer tout seul. On a besoin d'une prise de conscience collective. Les acteurs publics, les acteurs privés. C'est à mon sens un des enjeux fondamentaux qu'on a devant nous. Et j'aimerais bien vous dire quelque chose de positif là-dessus l'année prochaine, si vous me réinvitez. Super, écoutez, avec vous, à vos côtés aussi, on va faire davantage d'efforts, parce que de toute façon, il n'y aura jamais moins d'efforts à faire sur cette question-là, on le sait bien. Madame, du coup, Lambert, de votre côté, si on se revoit dans un an, votre réussite? Mais alors, je peux bien sûr que m'associer à ce qu'a dit Nicolas. C'est ce qu'on nous, on est actuellement à 20% de femmes, et c'est vrai on fait tout pour essayer de l'améliorer, mais il nous manque les formations qui vont bien. D'autre part, dans le cadre de ce centre de compétences qu'on vient d'obtenir côté Europe, ce que je voudrais, c'est arriver à mettre en place un guichet d'entrée des formations, des résultats qui existent, de façon à amener vers ce secteur à la fois des PME, mais aussi de la recherche, et qu'on arrive, notamment en région, à développer ce secteur. Entendu, donc l'accessibilité. L'année prochaine, on espère avoir un guichet qui permet une accessibilité à tout un type de ressources pour la diversité des acteurs qui pourraient s'intéresser ou en tout cas vouloir travailler sur ces sujets. Entendu. Monsieur Favaret. En fait, je vais vous répondre en 3 points, très courts. Premier point, je pense que je serai content l'année prochaine si les engagements qu'on a pris cette année délivrent. Voilà, si concrètement, les sujets qu'on a initiés viennent changer le quotidien des clients et des collaborateurs, et que ceux-ci nous demandent encore plus. Ça, c'est le premier point. Ne pas surpromettre. C'est très facile dans nos métiers de surpromettre, de s'emballer avec la spirale médiatique qu'il y a autour des sujets du digital, de la data, de l'IA. Donc, ne pas tomber là-dedans, rester focalisé, délivrer. Deuxième sujet, si la Data Academy qu'on a lancée, c'est-à-dire tout l'ensemble de formation et d'acculturation pour les collaborateurs, trouve son public, et qu'on a de plus en plus de monde qui vient volontairement se former et s'acculturer sur les métiers de la data et de l'IA. Et le troisième point, je pense qu'on a cruellement besoin de s'ouvrir vers l'extérieur. Assez paradoxalement, pas sur les sujets IT, data, IA, on le fait plutôt bien aujourd'hui, mais plutôt sur la dimension accompagnement au changement
et mise en marché de tous nos projets, de toutes nos solutions. C'est un sujet qu'on doit vraiment travailler sur l'année qui vient. Entendu, donc c'est poursuivre dans cette dynamique fédérative autour de vos sujets pour les collaborateurs, notamment, si je retiens le plus gros point. Du côté d'Airbus, Defence and Space, on l'a un peu dit tout à l'heure, il y a des satellites qui vont être lancés, on espère que l'année prochaine, on pourra déjà peut-être avoir des images, aussi sur scène, je veux dire. Vous, votre réussite, ce serait celle-là, du coup, selon... Disons que ça serait la réponse la plus facile que je pourrais faire, mais non, parce que c'est pas une fin en soi. Enfin, comme vous pouvez l'imaginer, on lance pas des satellites juste pour le plaisir de lancer des satellites. Et donc, au-delà de ça, je suis passé un peu rapidement sur tout ce qu'on fait. J'aurais pu aussi beaucoup plus développer ce qu'on faisait sur le digital et sur les partenariats, parce que c'est quand même aussi ma mission principale, aussi bien des gros partenariats avec des gros acteurs du cloud que tout un écosystème de start-up. Enfin, ça, c'est des actions de fond qui sont menées tout au long de l'année. Mais au bout du bout, l'enjeu qui est face à nous, c'est la démocratisation de l'accès à l'image satellite. Parce que si on est honnête, c'est un domaine dans lequel moi je suis depuis quand même pas mal d'années, et si on est honnête jusqu'à encore aujourd'hui, c'est un accès qui est difficile sur le plan technique. C'est à la limite s'il ne faut pas un PhD pour savoir vraiment utiliser une image satellite. Et par ailleurs, c'est cher. Enfin, je ne devrais pas dire ça parce que c'est notre métier de les vendre, mais objectivement, c'est quand même assez cher encore. Et donc, dans tout ce qu'on fait dans le digital, c'est pas que ça soit un outil magique, le digital, mais quand même, ça permet un accès beaucoup plus simple. Et là, ce que je vous dis, c'est concret. Hein, on a mis en place une plateforme digitale qui s'appelle One Atlas il y a déjà 2 ans, et on voit concrètement que ça permet à des nouveaux utilisateurs d'y avoir accès sans avoir nécessairement un PhD et de pouvoir exploiter ces données. Et par ailleurs, ça permet aussi des nouveaux business models, hein, comme le pay-per-use, ce qui fait que les gens n'ont pas forcément besoin d'acheter l'image et de la détenir ad vitam aeternam. Finalement, ils l'utilisent, ils extraient les informations dont ils ont besoin et ils ne paient que pour ça. Et donc ça aussi, c'est un élément qui permet effectivement de démocratiser. Alors, je ne suis pas naïf, je ne pense pas qu'en un an, la face du monde va être changée de ce point de vue-là. Mais si déjà on a pu faire des progrès significatifs, c'est exactement ce qu'on recherche. Donc voilà, tout ce qu'on fait, c'est vraiment dans cet objectif-là. Parce que quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, on acquiert des centaines de milliers de kilomètres carrés chaque jour. Donc vous imaginez, c'est des dizaines de millions de kilomètres carrés par an. Objectivement, là aussi, aujourd'hui, on a un autre indicateur, hein, qui est qu'il y a une fraction limitée de tout ça qui est exploitée aujourd'hui. Donc tout l'enjeu de tout ce qu'on fait, qui est de pouvoir en exploiter, rendre accessible aux utilisateurs et donc développer les usages de façon beaucoup plus large. Effectivement, on retrouve cette question-là de la démocratisation des ressources, hein, en données et en matériaux à recueillir, et cette distribution, cette diffusion, les modèles qu'il y a autour, hein, que vous avez constitués et dont on pourra reparler. Et enfin, Monsieur Montubert, vous, si on se retrouve dans un an, votre réussite? Avant de vous répondre sur la réussite, oui. Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Nicolas Vialet, qui est très important, hein, sur la place des femmes, effectivement, dans le numérique. Et je dois dire qu'on est extrêmement fiers Occitanie Data, puisque sur notre équipe, salariés, mais aussi alternants ou stagiaires, on est à parité. Nous avons recruté un ou une chef de projet data, et c'est une femme, et nous en sommes extrêmement heureux. Comme quoi, c'est possible, et nous continuerons comme ça. Alors, quelle réussite? Écoutez, la première des réussites, ça serait que l'association de préfiguration Occitanie Data n'existe plus. Parce qu'elle aura été remplacée par le GIP sur lequel nous sommes en train de travailler et qui doit prendre la suite, et qu'évidemment ce GIP soit un succès et que nous accueillons des nouveaux membres, puisque c'est ce que nous allons faire. Nous allons élargir le périmètre des membres d'Occitanie Data à la faveur de cette transformation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on aura pu faire progresser encore notre charte éthique grâce au travail avec les citoyens pour sortir une deuxième version. Troisième chose, d'avoir travaillé sur des use cases. Nous en avons lancé un certain nombre, j'en ai évoqué très rapidement sur la transition énergétique, sur la Covid, sur lesquels j'espère que nous pourrons en parler et dire ce que nous avons mis en place. Et permettez-moi d'élargir un tout petit peu, je suis conseiller régional, je ne peux pas m'en empêcher. J'espère qu'on aura aussi eu au moins 2 autres succès qui finalement concernent ce dont on parle aujourd'hui. Le premier, c'est qu'il y a un projet pour ouvrir un Digital Innovation Hub autour du numérique. Nous sommes engagés collectivement dans ce travail-là. J'espère que ce sera un service qui sera ouvert et qui permettra de monter en puissance au service de la transformation digitale de notre territoire. Et puis enfin, on dépose c'est là,
aujourd'hui, on a même en réalité déposé la deadline et demain, un projet extrêmement important pour accueillir un nouvel établissement du Centre européen de prévision météorologique de moyen terme. On y a beaucoup travaillé, Catherine en particulier. Nous sommes en concurrence avec 9 autres villes européennes. Résultat le 9 décembre. Et j'espère que Toulouse sera choisie parce que ce serait extraordinaire en termes de dynamique pour le territoire et en termes de développement de la donnée pour nous tous. Bon, de grands pas en perspective, et on l'espère. Merci à toutes et à tous. C'était vraiment intéressant. Je ne vais pas plus conclure parce que vous l'avez fait, mais oui, plus de diversité, ça c'est sûr. On discutait encore lundi avec Pôle emploi notamment, qui a tout un fichier d'experts aussi sur ces différents sujets. Donc là aussi, on va y travailler, je crois, tous ensemble, ça nous concerne toutes et tous. Plus d'accès aussi aux ressources, à démocratiser, donc sensibiliser sur les enjeux, sur les technologies en elles-mêmes, et donner accès à des outils, à de la matière aussi, avec en vue des usages aussi à développer, donc le développement des services derrière ça. Et enfin, donc, voilà, une structuration qui monte encore en puissance en lien avec l'Union européenne, en lien avec d'autres villes en France aussi, avec qui il faudra compter. Donc encore merci à vous pour cette matinée-là, cette table ronde, qui pour moi a été vraiment enrichissante aussi. C'est vraiment intéressant de vous avoir comme ça en suivi et de vous suivre tout au long de l'année. Je pense que c'est important pour nous toutes et tous de pouvoir avoir un œil sur on en est où et c'est quoi nos défis de demain, et déjà là, qu'est-ce qui se fait avec les acteurs en présence sur notre territoire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir.